positif en fait le 15 août, mais tout le monde était au contraire très inquiet de ce qui allait se passer. Donc non, clairement, tout était à construire et les tendances, elles sont aussi liées. Moi, je dirais que les Congolais sont clairement pas communistes ou ne l'étaient pas plus qu'ailleurs à ce moment-là. Ils étaient juste très politisés. Les jeunesses youlistes l'étaient tout autant. Ils avaient des bases, ils avaient des lieux de réunion, ils avaient des cadres, ils avaient tout ça. Donc moi, je dirais que la jeunesse brazzavilleuse est une jeunesse politisée. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de Droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. L'association franco-congolaise de binationaux AFC, créée en 2015, a organisé à Paris, dans le 13e arrondissement, dans la salle de conférence du média UBiz News, une conférence débat le 25 août 2023. Y ont été conviés, en nombre volontairement limité, des cadres africains et français. 2 thèmes majeurs étaient inscrits à l'ordre du jour. Le premier, le 60e anniversaire de l'insurrection populaire d'août 1963 en République du Congo, leçons et perspectives. Le deuxième thème était sur les changements profonds survenus au Niger depuis le 26 juillet 2023 et leurs répercussions dans les autres pays d'Afrique, ainsi que les relations extérieures de la République du Niger. Madame Héloïse Kiriakou, franco-grecque, docteur en histoire contemporaine, et Monsieur le Président Hama Amadou, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale du Niger et leader du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Lumana Africa, ont présenté, chacun, l'exposé introductif de chaque thème. Ces exposés ont été très riches en analyses et perspectives de haute facture, ce qui a suscité des débats animés comme des positions multiples et contradictoires, et ce dans une ambiance bien fraternelle et militante. À l'ouverture de la conférence, Monsieur Anissé Kitouka, au nom de l'AFC, a lu le mot d'introduction et Monsieur Jean-Martin Bemba a été désigné modérateur de la conférence. C'est la somme de toute la conférence débat que le média Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, un des médias qui a couvert cet événement, diffuse ci-après 2 séquences séparées. Vous suivez la première partie de cette conférence consacrée au 60e anniversaire de l'insurrection d'août 1963 en République du Congo, animée par Madame Héloïse Kiriakou, modérateur, Maître Jean-Martin Bemba. Bien. Monsieur le Président, Madame, Messieurs, donc je donne la parole aux organisateurs de la rencontre, le président de l'association franco-congolaise nationaux, M. Anissé Kitouka, notaire à Toulouse. Mesdames, Messieurs, chers invités, bonjour. Je voudrais tout d'abord, au nom de l'Association franco-congolaise des binationaux, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'avoir bien voulu participer à la présente rencontre. Ce n'est d'ailleurs pas la première organisée par l'AFC dans cet espace. Notre association a été créée le 10 novembre 2015 par des citoyens congolais ayant la nationalité française, guidés par l'amour du Congo et qui sont résolus à apporter leur pierre à l'édifice de construction de la nation, avec un esprit de tolérance, d'équité, de justice et d'humanisme. En effet, certains d'entre vous s'en rappelleront certainement,
l'AFC avait organisé dans cette même salle, en mai 2018, une rencontre pour dénoncer les velléités du pouvoir congolais de s'en prendre à l'époque au général Mokoko, au ministre Okombi Salissa et à maître Jean-Martin Bemba. Le pouvoir de M. Sassou Nguesso avait fini par organiser en juin 2018 des parodies de procès au bout desquels le général Mokoko et le ministre Okombi Salissa ont été respectivement condamnés à 20 ans de prison ferme et maître Jean-Martin Bemba, alors en soins à l'étranger, a été condamné par contumace à 10 ans de prison. Les deux premiers sont toujours détenus en prison à Brazzaville, tandis que maître Jean-Martin Bemba est contraint à l'exil. Ces états de fait avaient vigoureusement été condamnés jusque dans les instances de défense des droits de l'homme. Nous voulions juste dire ici que nous devrions redoubler d'initiatives auprès des gouvernements épris de paix, africains ou occidentaux, ainsi qu'auprès des organisations tant africaines qu'internationales qui défendent les droits de l'homme. Pour que ces citoyens et d'autres qui ont été embastillés par le pouvoir congolais pour avoir juste voulu défendre les droits inaliénables. Des Congolais retrouvent leur liberté et œuvrent pour le bien du Congo. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais indiquer que notre rencontre d'aujourd'hui revêt un caractère particulier parce qu'elle nous permet de nous remémorer les journées du soulèvement populaire des 13, 14, 15 août 1963, dont nous célébrons cette année le 60e anniversaire. Un exposé y sera consacré afin de nous permettre d'en tirer des leçons pour l'avenir. Un penseur a dit en effet qu'il faut dans toute action politique savoir la place dans une perspective historique. Un deuxième exposé portera sur la situation qui prévaut aujourd'hui au Niger. Les deux exposés que nous allons suivre nous donneront l'occasion de débattre de leurs apports respectifs. Le modérateur de notre rencontre, maître Jean-Martin Bemba, nous présentera les deux intervenants qui ont bien voulu se joindre à nous et que je remercie vivement. Nous allons commencer par l'exposé portant sur le 60e anniversaire du soulèvement populaire d'août 63. L'exposé sur le Niger interviendra après, d'autant plus que c'est l'actualité du moment. Il est tout à fait logique que nous commencions par le plus ancien pour terminer par l'actualité. Donc, Madame Héloïse Kiriakou, franco-grecque, je corrige, et qui a soutenu sa thèse de doctorat d'État en histoire à la Sorbonne, soutenance à laquelle nous avons participé d'ailleurs, sur la révolution au Congo. Habituellement, les gens disent Congo-Brazzaville, mais ce n'est pas le nom officiel. Le nom officiel, c'est République du Congo. Donc, elle a travaillé sur ce sujet. Je pense qu'elle est très bien placée pour
nous en parler afin de nous remémorer le passé et de tirer de ce passé des leçons pour aujourd'hui, parce que le passé doit toujours guider les pas de ceux qui agissent lorsqu'ils accomplissent les faits d'aujourd'hui. Donc, je donne la parole à Madame Héloïse Kiriakou pour le premier exposé sur les 60 ans du soulèvement populaire les 13, 14, 15 août 1963 dans l'ensemble du Congo. Merci. Merci beaucoup, Maître Bemba, pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai donc effectivement soutenu ma thèse d'histoire en 2019 sur la période de Massamba Déba et donc ce qu'on appelle plus largement la révolution congolaise. Donc c'est tout à fait pour moi, je dirais, intéressant à la fois de revenir sur mes travaux de recherche et puis d'échanger avec vous à la fois sur certains épisodes de cette histoire que vous connaissez très bien et pour lesquels vous avez pour certains des sources, tout un tas de choses à apporter. Donc je dirais que moi aujourd'hui ce qui me surprend le plus c'est que ce 60e anniversaire de la révolution congolaise, il n'y a rien eu d'officiel ni quoi que ce soit qui a eu lieu sur ce sujet à Brazzaville. Il y a eu une volonté de la part de certains universitaires et un réseau dans lequel je travaille aussi avec des historiens de l'université Mariam Gwabi d'organiser un colloque sur cette question-là à la rentrée de septembre-octobre, qui finalement va être décalée en 2024. Mais voilà, je dirais que pour l'instant, cette question de la révolution congolaise et de l'insurrection d'août 63 reste plutôt dans l'enceinte de l'université et des milieux de recherche. Voilà. Donc, le slogan le plus connu de cette époque-là, c'est Yulu a tout volé, suffit la liberté, nous bâtirons de nouveau. Donc les Brazzavillois sont parvenus le 15 août 1963, après 3 jours de manifestations et d'émeutes dans les rues de la capitale, à renverser le président Fulbert Yulu et son régime. Lassés par la politique répressive du gouvernement et son incapacité à sortir le pays du sous-développement, les Brazzavillois ont répondu massivement à l'appel à la grève générale lancé le 13 août par les organisations syndicales pour protester contre la volonté du président de mettre en place un parti unique. Sans le savoir, ils étaient en train de participer à la première révolution en Afrique et à un des mouvements populaires les plus emblématiques de la décennie 1960. Au Congo, la démission de Fulbert Yulu n'a pas conduit à une remise en question des institutions et du système hérité de la colonisation. La nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Alphonse Massamba Déba désirait surtout consolider l'État et assurer sa souveraineté. Mais c'était sans compter sur l'activisme d'une partie des Brazzavillois. Forts de leur victoire en août 63, ils ont continué à occuper l'espace politique laissé vacant depuis l'insurrection. Au niveau local, les organisations de jeunesse, la JMNR qui est la plus connue, ont organisé, mis en place des comités dans chaque quartier pour assurer la liaison entre les autorités et la population. Et l'affirmation de ces acteurs de la société civile a progressivement bouleversé l'échiquier politique et les équilibres qui prévalaient depuis la colonisation. Sans rompre le dialogue avec Massamba Déba, ils ont contraint les autorités au pouvoir à négocier avec eux l'orientation de la transition. Je pense notamment à la mise en place d'un parti unique, à l'adoption du socialisme scientifique comme doctrine officielle, au retrait des troupes françaises, à la nationalisation et la laïcisation de l'enseignement, et aussi à la construction d'un réseau industriel, agricole et commercial d'État. Au niveau international, l'insurrection d'août 1963 a eu également des conséquences importantes. Ce mouvement, bien qu'inattendu, a suscité une vague d'espoir et inspiré nombre de mobilisations sur le continent, comme au Gabon et au Dahomey en 1964, en Côte d'Ivoire en 1966, au Sénégal en 1968 et à Madagascar en 1972. Le changement de régime a eu aussi un impact sur les équilibres géopolitiques en Afrique centrale. Fervent défenseur de la politique anticommuniste de Fokar, Fulbert Yulu avait soutenu Moïse Tshombe et la sécession du Katanga, donc au Congo
Léopoldville à l'époque, ainsi que la politique coloniale de Salazar en Angola. A l'inverse, le gouvernement de Massamba Deba choisit d'accueillir officiellement les organisations indépendantistes et révolutionnaires, comme l'Union des populations du Cameroun, UPC, le Mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, et le Conseil national de libération du Congo-Léopoldville, qui luttait contre ces régimes. Dans le cadre de sa politique de non-alignement, il a également développé des relations diplomatiques avec l'URSS, la Chine et Cuba, qui ont fait du Congo l'avant-poste de leur politique internationaliste dans la région. À l'instar d'Alger, de Conakry, de Dar es Salaam et d'Accra, à la même époque, Brazzaville a été, durant la décennie 1960, une ville au carrefour des circulations militantes et des idéologies révolutionnaires et panafricanistes du continent. Alors, l'insurrection d'août 1963 a été un mouvement populaire d'une ampleur inédite, qui a amené nombre de témoins et de chercheurs à s'interroger sur les raisons qui ont conduit à la chute du régime de Fulbert Lou. Il y avait certes un ensemble de conditions favorables. Le Congo indépendant depuis 3 ans était dans une situation économique difficile. Le chômage était un problème endémique. Et la création d'un service civique quelques mois auparavant n'ont rien changé. La plupart des projets de développement, comme la construction d'un barrage à Sunda, avaient été abandonnés par manque de moyens et le pays était encore très dépendant du soutien financier de la France. Au niveau politique, le président Fulbert Lou était également confronté à une opposition grandissante et c'est sur cette opposition que je vais vous parler aujourd'hui. Comme l'explique Jean-Pierre Batz dans sa thèse, qui est donc un chercheur qui a soutenu sa thèse en 2011, Dioulou avait cherché dès le début de son mandat à canaliser le système politique sous son unique autorité. Il avait ainsi mis en place en 1961 un régime présidentiel qui reposait sur l'encadrement de la vie publique et des institutions républicaines, notamment l'Assemblée nationale, qui était plus un organe consultatif qu'un contre-pouvoir. Pour asseoir davantage son pouvoir, il avait également confié la gestion de ces institutions à ses fidèles partisans. Je pense à Marcel Balico, par exemple, qui était le secrétaire général de son parti. Malgré cette présidentialisation du régime, qui laissait déjà peu d'espace à l'opposition, Dioulou a fait le choix de mettre en place un parti unique en 1962. Cette décision semblait à première vue s'inscrire dans la continuité de son projet initial, mais elle a surtout été perçue comme un énième coup de force du régime. C'est pour protester contre ce projet que les principales organisations syndicales ont décidé de créer un comité de fusion en avril 1963. Jusque-là, et j'insisterai plus sur les organisations de jeunesse, mais vous connaissez certainement la Confédération Générale Africaine du Travail, la CGAT, qui était donc la seule organisation syndicale du moment à s'engager sur la scène politique. Mais au moment de la volonté de Fulbert Lou de mettre en place un parti unique en 1962, les deux autres organisations syndicales, et je pense notamment à la Confédération africaine des travailleurs croyants, la CATC, et la Confédération congolaise des syndicats libres, CCSL, ont décidé de rentrer dans le jeu politique. C'est dans ce contexte qu'après plusieurs semaines de négociations sans résultat, le comité de fusion a appelé à une grève générale le 13 août. Ce qui interroge beaucoup de chercheurs et ce qui a questionné beaucoup à l'époque, c'est comment cet appel à la grève générale a débouché sur une insurrection et sur un changement de régime. Les organisations syndicales ont certes été à l'origine de la mobilisation, mais elles n'ont jamais appelé à prendre la prison ou la radio, par exemple. Très actives sur le terrain, elles ont surtout joué le rôle d'intermédiaire. Gilbert Pongo, qui était le président de la CATC, continuait par exemple à négocier avec Fulbert Lou le 14 août, alors que la rue demandait déjà sa démission. Les organisations de jeunesse, comme l'Union de la jeunesse congolaise dont on parlera, l'Association des étudiants congolais en France, l'AEC, l'Association scolaire du Congo, l'ASCO, bien que très influentes au Congo depuis les années 50, n'ont pas appelé à manifester le 13 août. Aimé Matika, qui était donc le président de l'UJC, était même à Pointe-Noire à ce moment-là. Il n'était pas à Brazzaville au moment de l'insurrection. Si les militants de l'UJC et de l'ASCO ont été très nombreux à prendre part au mouvement, c'était de façon autonome.
Dans la même logique, il apparaît dans plusieurs travaux que l'attitude des autorités françaises présentes à Brazzaville a joué en faveur des manifestants, notamment la non-intervention de l'armée française. Mais ces facteurs extérieurs et ces explications a posteriori semblent surtout répondre à une situation qui avait déjà basculé sur le terrain. Puisque la question, et une des questions sur lesquelles moi j'ai travaillé, c'est l'engagement des Brazzavillois. Qu'est-ce qui a fait que les Brazzavillois ont réussi à s'engager durant donc 3 jours dans la ville de Brazzaville pour prendre des lieux très importants du pouvoir politique et économique et qui ont donc imposé un rapport de force qui a conduit à la démission de Fulbert Yulu. L'ampleur de la manifestation a largement dépassé les prévisions des syndicalistes. Ça a été une surprise pour tout le monde. Or, cette impréparation, elle contraste un peu avec le déroulement des 3 journées insurrectionnelles. En effet, les manifestants semblent avoir suivi un plan préétabli qui a commencé par la prise de la prison, qui bien sûr, n'est pas sans rappeler la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Ils ont aussi cherché à prendre la radio, ce qui a finalement échoué. Et ils ont ensuite décidé de mener un certain nombre d'actions ciblées contre des villas de dignitaires du régime et contre aussi l'Assemblée nationale qui était donc à ce moment-là localisée à Bakongo. La rapidité avec laquelle les manifestants ont agi donne également l'impression que le mode opératoire était connu de tous. Là encore, le mouvement a bénéficié de la structure et du savoir-faire des syndicats et des organisations de jeunesse, ça c'est évident. Mais il y a eu une autonomie dans les pratiques qui rappelle aussi les mobilisations pendant les campagnes électorales et les scrutins de 1952-1956. Les partisans des différents candidats, Fulbert Yulu, Jacob Pango et Jean-Philippe Chikaya, se sont affrontés dans les rues de Brazzaville. Pour revenir donc précisément à ce contexte des années 50, qui évidemment a conduit aussi, donne des clés pour comprendre ce qui s'est passé pendant les 3 jours. Je ne vais pas revenir sur les différents scrutins qui ont ponctué la décennie 1950. Il y a eu donc un certain nombre d'émeutes dans les rues de Brazzaville qui opposaient les partisans des 3 principaux candidats congolais, à savoir Fulbert Yulu, Jacob Pango et Jean-Philippe Chikaya. Tous ces moments électoraux ont bien sûr joué dans la mobilisation et dans l'apprentissage, dans certains savoir-faire militants de la part d'une partie de la population brazzavilloise. Mais ce qui est très important aussi à noter, c'est toutes ces structures. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres périodes de l'histoire du Congo et même d'autres pays, au Congo, dans les années 50 et au début des années 60, il y a eu une structuration politique de la base grâce à ces syndicats de travailleurs, mais aussi grâce aux organisations de jeunesse. Et c'est tout ce tissu, tout ce maillage qui, au final, a permis une certaine prise de conscience et une certaine maturation de ces idées, je dirais, progressistes de la part donc, des habitants de Brazzaville. Pour entrer un petit peu dans le détail, je dirais que l'UJC donc est l'Union de la jeunesse congolaise et a été donc créée en 1956, que c'est une organisation, contrairement aux syndicats de travailleurs qui sont des organisations officielles, qui organisent des meetings, qui militent pour les conventions collectives et tout un tas pour le droit des travailleurs. L'UJC a beaucoup travaillé sur la formation. Donc c'est vrai que dans les archives, on voit très peu d'actions menées par l'UJC avant, on va dire, 58. L'UJC a surtout été là pour former les jeunes dans les quartiers, organiser des réunions en tout petits comités pour discuter de l'actualité, travailler sur des journaux, des documents, on va dire, militants pour pouvoir, on va dire, former la jeunesse. Et je dirais que cette organisation semi-clandestine a aussi permis à l'UJC, au moment de son interdiction en 1961, parce que l'UJC a été interdite, a permis aussi à l'UJC de continuer à faire ce travail de formation des jeunes donc de Savoir-Brazza, des jeunes donc des différents lycées de Brazzaville et de Chamina, bien évidemment.
Mais je dirais qu'en parallèle, et c'est ce qui est très important, l'UJC a réussi à tisser des réseaux à l'international, notamment en France, avec l'association des étudiants congolais, l'AEC. Alors je vais vous montrer quelques archives. Je vais vous montrer des archives aujourd'hui sur cette période. Pour mener un travail de recherche sur cette question-là, j'ai bien sûr utilisé le témoignage de tout un tas d'acteurs de cette époque-là, qui étaient des militants de l'UJC, mais j'ai aussi utilisé des archives. J'ai aussi utilisé des archives écrites que j'ai trouvées pour certaines en France et pour certaines à Brazzaville. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, je vais me mettre de ce côté-là. Ça, c'est une gravure qui a été donc réalisée en 1964 sur l'insurrection d'août 63. Ici, c'est une cartographie du réseau de l'UJC à Brazzaville que j'avais réalisée dans ma thèse pour montrer que l'UJC était bien implanté dans les différents quartiers de Brazzaville et que les réunions se faisaient donc généralement chez des gens ou dans des lieux publics, comme par exemple le Stade Boué, etc., qui étaient donc des lieux qui permettaient à des petits groupes de jeunes de se réunir sans attirer l'attention. Voici aussi des documents intéressants. J'ai trouvé ces journaux, il y en a quelques-uns, à la congrégation du Saint-Esprit. Donc c'est en région parisienne. Ils ont donc les congrégations religieuses qui étaient à Brazzaville ont rapatrié toutes leurs archives dans les années 70. Elles sont toutes accessibles à Chevilly-la-Rue, qui est une commune au sud de Paris. Ils ont donc rapatrié toutes leurs archives, elles sont accessibles au public. Et donc vous pourrez y trouver par exemple l'Éveil, qui est donc le journal de l'UJC, donc l'Union de la jeunesse congolaise, il y a quelques numéros. Et il y a aussi le bulletin de l'AEC, l'association des étudiants congolais. Donc ça, c'était donc la congrégation à Brazzaville. Donc ce sont des documents que les étudiants et que tout un tas de groupes de jeunes avaient sur place. Ça veut dire qu'on leur faisait parvenir ces bulletins régulièrement. Il y avait donc un lien très fort avec la France. Et je parle aussi de la FEANF, notamment, qui avait fourni tout un tas de tracts et de documents que les jeunes utilisaient pour se former. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est intéressante, c'est aussi toutes les organisations religieuses qui au départ sont apolitiques. Je pense à la JOC, à la GEP, ces organisations, donc soit les jeunesses étudiantes chrétiennes, les jeunesses étudiantes protestantes, les jeunesses ouvrières chrétiennes, etc. Les scouts aussi. Toutes ces organisations religieuses ont eu un rôle très important à Brazzaville dans les années 50. Et en fait, on se rend compte quand on regarde le nom des membres de ces différents groupes que souvent il y avait beaucoup de liens. Ceux qui étaient à la GEP ou à la JOC étaient aussi à l'UJC, étaient à l'ASCO, etc. En fait, c'est un petit milieu, c'est ce milieu des scolaires de Brazzaville, et en fait, tout le monde se connaît. Et par exemple, dans ces archives de Chevilly-la-Rue, vous avez aussi, par exemple, donc ça c'est une photo de scouts à Brazzaville, mais vous avez aussi, par exemple, la JOC organisait des congrès de formation. Donc non seulement ils étaient organisés à Brazzaville pour tout un tas de questions sociales, pour aider les jeunes brazzavillois qui cherchaient du travail, enfin, ils avaient des activités très variées, mais en plus de ça, ils faisaient aussi de la formation. Et là, vous voyez par exemple, il y a un conseil interéquatorial de la JOC avec un programme qui était donc un programme de formation où étaient invités tous les représentants, et il y en avait aussi beaucoup à Brazzaville. Il y a donc des supports aussi éducatif à destination de la jeunesse. Ça n'a rien de politique, mais c'est intéressant aussi de voir la façon dont les jeunes étaient formés, qu'est-ce qu'ils lisaient à l'époque, qu'est-ce qui les intéressait, etc. Ça montre aussi une certaine culture, puisque en fait on se rend compte dans les articles qu'il y a des choses sur la Guinée, il y a des choses sur diverses expériences ailleurs, rien n'est centré que sur le Congo. Il y a beaucoup d'exemples sur le Gabon, énormément de choses qui vont au-delà du Congo. Donc ça montre aussi l'ouverture à l'époque des Brazzavillois par rapport on va dire, à la région et au monde. Voilà. Donc c'est ce terrain, ce laboratoire très, très riche qui, bien sûr, a conduit une partie de cette jeunesse à s'engager politiquement.
puisque le moment important c'est 58, au moment donc où De Gaulle demande à ce que les colonies françaises adhèrent à son projet de communauté, et où là donc c'est la première fois que donc c'est la CGAT, donc de Julien Boucambou, Abel Toléganga, etc., et l'UJC qui décide de manifester pour le non à l'entrée dans la communauté, comme la Guinée de Sékou Touré. Et là, c'est vraiment, on va dire, une rupture, puisque jusque-là, il n'y avait pas véritablement d'engagement politique très important, on va dire très, très visible. Et à partir de là, donc, la CGAT, l'UJC, donc les syndicats et les organisations de jeunesse vont devenir le véritable contre-pouvoir à Fulbert-Gulou. Et c'est, je dirais, l'autre moment important, c'est ce qu'on va appeler le complot communiste. Et donc, excusez-moi, comme j'ai pas... je vous laisse regarder ça, mais je vais devoir éteindre pour le rallumer tout à l'heure. Il y a donc eu un moment très important qu'on va appeler le complot communiste. Je vais rentrer dans le détail parce que c'est important pour bien comprendre ce qui s'est passé ensuite en août 63. Alors, il y a... La CGAT va en fait soutenir les travailleurs donc, du syndicat des eaux et de l'électricité dans une grève, puisqu'en fait ils souhaitent augmenter leur salaire de 40%, ce que Fulbert-Gulou refuse. Et donc c'est la CGAT qui va mener le combat pour on va dire, que les revendications de ces travailleurs soient prises en compte. Et donc ils vont appeler à une grève générale dans tout le pays. Et cette grève générale va être une des plus suivies du Congo, alors qu'il y a eu d'autres grèves par le passé, les dockers à Pointe-Noire, etc. Mais celle-là, celle de mai 1960, va avoir un retentissement très fort. On sent déjà que les leaders syndicaux ont une place à part dans la vie politique congolaise. Et à ce moment-là, c'est là où les conseillers de Fulbert-Gulou, il a un certain nombre de conseillers français, vont lui proposer de lancer l'idée d'un complot communiste en disant voilà, il y a quelque chose qui se trame, voilà, les preuves d'une possible collusion entre les milieux syndicaux congolais et une ambassade russe, donc l'URSS à l'époque, à Léopoldville, etc. Donc l'idée c'est de lancer un complot communiste pour discréditer la grève et pour faire cesser, on va dire, ce rapport de force. Donc il met en prison un certain nombre de représentants donc, syndicaux. Et à ce moment-là, il va y avoir finalement, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir en fait une mobilisation et un soutien assez syndicaliste et au Congo et à l'international. Et donc on sent en fait à ce moment-là que les syndicalistes ont bien plus de poids que par le passé. Ils ont des soutiens de la CGT, de tout un tas de gens en France, et donc ils vont se faire représenter par un avocat français. Et au Congo, ils vont obtenir tout un tas de soutien de la part de plein de gens. Et ce complot communiste, au départ, devait museler et mettre un terme à l'opposition des syndicats, va finalement en fait, leur servir de tremplin. Ils vont donc rester quand même en prison pendant les festivités de l'indépendance, donc du mois d'août 1960, mais ils vont être libérés en novembre 1960 suite à tout ce qui s'est passé, toute la mobilisation internationale. Et on pourra donc revenir dans le détail sur cet épisode. Mais dans les syndicalistes qui ont été arrêtés, il y a aussi une figure intéressante qui est celle d'Alice Telengana, qui est donc une femme qui fait partie du bureau politique de la CGAT et qui a été une grande syndicaliste, qui a beaucoup milité. Donc elle était responsable de la caisse de prévoyance sociale et donc elle a eu une place très importante dans le syndicat. Et puis ensuite au moment du MNR, elle aura donc aussi une place, c'est la seule femme qui sera au MNR, c'est-à-dire au bureau politique, et elle ne sera pas à l'URFC. Elle ne représente pas les femmes, elle a un rôle plus politique, je dirais. Voilà. Il y a bien sûr Pierre Kikungangot qui, donc à ce moment-là, suite à ce complot communiste, qui est donc aussi une des grandes figures syndicales de l'époque, va intégrer le gouvernement. Donc Fulbert-Gulou est un peu dépassé par les événements de ce complot et décide finalement d'intégrer un certain nombre de représentants syndicaux, et notamment Kikungangot qui intégrera le gouvernement.
Mais bien sûr, l'UJC continue ses actions clandestines, l'ASCO aussi prend le relais, puisque voilà, tout un tas de jeunes étudiants, je pense à Martin Berry, Ange Diawara, Edouard Pongui, tout un tas de gens qui en fait à l'époque vont commencer à militer activement à l'ASCO et donc vont être aussi à l'initiative d'émissions de radio, etc. À destination de la jeunesse et qui auront aussi une coloration politique. Et bien sûr, un autre événement, le troisième, donc, qui est marquant à cette époque-là, c'est bien sûr l'arrivée, la visite officielle de Sékou Touré en mai 1963 donc à Brazzaville, puisque normalement cette rencontre, il a été invité par Fulbert Yulou, puisque Fulbert Yulou souhaite, on va dire, reproduire, utiliser son modèle de parti unique qu'il a mis en place en Guinée. Il souhaite exactement appliquer le même au Congo-Brazzaville. Donc il y a un rapprochement entre la Guinée et le Congo, mais voilà, encore une fois, ça montre aussi le changement du rapport de force. C'est qu'à ce moment-là, Sékou Touré arrive officiellement à Brazzaville, mais en fait, la jeunesse le porte en triomphateur de la jeunesse et de la libération de l'Afrique, ce qui tout d'un coup prend de court Fulbert Yulou, qui était avec lui au Stade Eboué à ce moment-là pour un meeting officiel du président guinéen, et tout d'un coup, ça devient donc un meeting pro-indépendance, pro-révolution, on soutient son nom à la communauté, etc. Donc tout ça, tout d'un coup, a été, je dirais, c'est les prémices de ce qui va se passer 2 mois plus tard, au moment de l'insurrection. Il y aura donc ça c'est un autre élément très important. Et puis je voudrais aussi revenir sur l'insurrection en elle-même qui est importante. Je dirais que sur l'insurrection, sur les 3 jours des 13, 14 et 15 août, en fait, on a beaucoup plus de sources, puisque tout simplement, c'est un événement majeur. C'est un événement majeur pour beaucoup de gens, à la fois pour les Français qui, en fait, vont être assez surpris par ce qui s'est passé à Brazzaville. Pour vous dire, en fait, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu 3 morts qui sont liées, en fait, à la gendarmerie congolaise, mais en fait, ça a été un mouvement assez pacifique. Donc l'armée française n'a pas souhaité intervenir pour diverses raisons, et on en parlera bien sûr. Il y a un contexte politique en France qui fait qu'on est en pleine vacances politiques, les gens sont en vacances, etc. Mais en fait, à Brazzaville, les choses se passent plutôt tranquillement. Les militaires français ont des interlocuteurs qui sont les représentants syndicaux, qui sont des interlocuteurs qui sont tout à fait valorisés, tout à fait, on va dire, je dirais, qui sont des interlocuteurs bien considérés par les Français. Et en fait, tout ça va faire que les Français ne vont pas intervenir. Et pour se justifier, parce que du coup, le problème, c'est que très rapidement, il va y avoir des actions anti-françaises, etc. à Brazzaville. Les militaires français et les représentants de l'ambassade vont écrire des rapports en disant... On va expliquer ce qui s'est passé le 13 et 14 et 15 août, parce qu'en fait, les choses étaient bien plus positives que ce qui se passe aujourd'hui, 3 ou 4 semaines après. Donc voilà, il existe tout un tas de rapports, il en existe une dizaine, et ils sont tous aux archives militaires françaises qui sont accessibles donc à Vincennes. Ces archives sont accessibles, il suffit de faire la demande, et vous pouvez avoir accès à des cartons entiers où les militaires racontent ce qui s'est passé les 13, 14 et 15 août. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait qu'à Brazzaville, à ce moment-là, les Brazzavillois ont su s'organiser de façon assez autonome. Les syndicalistes étaient présents, mais pas dans les manifestations. Donc, par exemple, le choix d'aller à la prison, ça n'a pas été une initiative ni de Gilbert Congo, ni de Pascal Okemba-Bandé, qui était là, je dirais, le 13 août, place de la Gare. Mais tout ça a été donc... C'était une initiative des Brazzavillois qui en fait voulaient libérer 3 syndicalistes qui avaient été enfermés la veille. Mais bien évidemment que les syndicalistes n'étaient pas à la maison d'arrêt en fait
quand on incarcère quelqu'un, ils vont d'abord soit au commissariat central, voilà, et c'est ensuite qu'ils sont transférés à la prison. Mais ils sont allés directement à la prison, aussi parce que voilà, il y avait un imaginaire, la maison d'arrêt, c'est aussi le pouvoir arbitraire, c'est aussi à la maison d'arrêt ceux qui étaient incarcérés, les matsouanistes, les syndicalistes, etc. Donc il y avait aussi tout cet imaginaire-là qui a joué, qui a fait que les gens ont préféré, ou en tout cas ils sont tous allés à la maison d'arrêt. Voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est que contrairement à 52, 56, il n'y a pas eu de pillage, ou très très peu par rapport aux autres mouvements qu'il y avait pu y avoir par le passé. Ils se sont attaqués à des maisons de dignitaires du régime, Nzalakanda et autres, on va dire, cadres qui étaient proches de Fulbert-Ilou, mais ils n'ont pas pillé les meubles, ils n'ont pas pillé les affaires personnelles de ces dignitaires, ils les ont sortis pour montrer la corruption du régime. Donc là encore, on voit qu'il y a un basculement, on va dire, une maturité politique qui a fait que les Brazzavillois à l'époque, voilà, c'était pas juste du pillage, etc. C'était vraiment, il y avait une conscience de dire, il y a une corruption du régime, nous on agit pour montrer ça, mais on n'est pas là pour piller les biens de ces dignitaires. Voilà, par exemple. Évidemment que cette insurrection des 13, 14 et 15 août, elle a tout de suite, je dirais, poussé les cadres politiques à en écrire l'histoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on connaît souvent cet événement en parlant de la révolution des Trois Glorieuses. Mais pareil, la révolution des Trois Glorieuses, ce terme-là, c'est un terme inventé par les responsables syndicaux et les responsables politiques de l'époque pour justifier d'une certaine façon ce qui s'était passé. C'était une manière pour donner de la légitimité à ce mouvement. Et bien sûr, ça fait référence à la France. Donc là encore, on se demande si le 15-16 août, si les responsables syndicaux et politiques voulaient aussi garder la France, je dirais, plutôt du côté ami et pas s'engager dans un rapport de force avec la France. Mais en tout cas, voilà, les 13, 14 et 15 août, ça fait référence donc, à ce qui s'est passé dans les années 1930, à la révolution des Trois Glorieuses françaises. Voilà. Et bien sûr, cet épisode a été, les 13, 14 et 15 août, a été beaucoup investi par le régime de Massamba Deba, par la JMNR, par la défense civile. C'est-à-dire que ensuite par le régime de Marianne Ngouabi du Congo, c'est pas le 15 août 1960, mais c'est le 15 août 1963. Donc tout ça a été pendant toutes ces années, une vingtaine d'années, porté politiquement par les élites politiques, ce qui n'est plus du tout le cas. Voilà, je dirais que c'est très intéressant de lire la façon dont cet épisode a inspiré les Congolais à l'époque, a inspiré les Béninois, a inspiré les Gabonais, a inspiré les Sénégalais, etc. Et finalement, comment il a été aussi réinterprété, réinterprété par Marianne Ngouabi, etc., par tout un tas de gens, pour en fait en faire un événement fondateur de l'histoire congolaise. Donc voilà. Je dirais que très peu aujourd'hui se réclament de cette période-là, bien évidemment, même si parmi les jeunesses au Congo, il y avait certains qui se référaient à la JMNR, à d'autres, mais tout ça, voilà, de façon très anecdotique. Donc ce serait aussi intéressant de comprendre aujourd'hui, au vu de cet événement et de l'intérêt pour l'histoire du monde de cet événement, ce serait intéressant de comprendre soit évidemment pourquoi évidemment il a été très peu repris aujourd'hui par les partis, par les mouvements citoyens, etc. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon aujourd'hui pour la jeunesse. Voilà, je vous remercie. Dans le cadre de sa tribune des leaders, le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, FRTDH, vous présente la première partie de la rencontre débat organisée par l'Association franco-congolaise de binationaux, en sigle AFC. Vous suivez la première partie de cette conférence consacrée au 60e anniversaire de l'insurrection d'août 1963 en République du Congo, animée par Madame Héloïse Kiriakou, modérateur Maître Jean-Martin Bemba. Bien, je pense qu'on fera le débat en même temps, et après le deuxième exposé, de telle sorte que ça nous permet, en écoutant le deuxième exposé, de voir les quelques éléments qui peuvent rapprocher
les deux événements. De toute façon, on continue. Nous allons maintenant passer au débat en ouvrant la liste. On va d'abord commencer par ceux qui veulent poser des questions. D'abord à la première intervenante. On va prendre 2 questions et puis après on passera aux questions. L'intervention du président Amama. Donc, sur la première intervention, 2 questions d'abord. Et après, on va. Bon, 3. On ne va pas prendre par ordre alphabétique, on prendra ordre de rang. Alors, celui qui est. Donc, notre ami devant m'avoir. Après, je vois Germain Ngamani. Et on peut s'arrêter là pour l'instant, je crois. Oui, M. Nouba. Oui, Monsieur le Président, félicitations pour l'initiative. Je me permets d'avoir cette observation générale, enfin, qui me paraît utile à faire, puisque les sujets sont de la plus grande importance. C'est vrai qu'on aurait pu avoir séparément ces cocktails, mais avec, par exemple, j'imagine bien un scénario où l'ancien président de l'Orpéan, Maître Mbemba, viendrait donner ce que la jeunesse à l'époque pensait. Puisque toute cette actualité, c'est ce que les jeunes disent aujourd'hui. Je m'adresse, enfin ici il n'y a pas tellement de jeunes malheureusement, mais ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est ce que les Maîtres Mbemba, quand il était président de l'Orpéan, c'est ce qu'il disait. C'est ce que Héloïse a évoqué, que les jeunes Congolais disaient à l'époque. C'est ce que nous autres, quand nous étions à l'UGF au Congo et que nous étions venus à la paix ici, c'est ce que nous disions. Pas de base militaire française en Afrique, pas de monnaie, souveraineté monétaire pour l'Afrique, pas de coup d'État, mais organisation autonome pour ce que nous avions appelé à l'époque la Révolution nationale démocratique et populaire. C'est-à-dire, on est sur l'action des forces populaires. Toutes ces questions sont des questions qui sont, y compris bien sûr, l'unité africaine, au sens où nous tous ici, je pense que nous serons prêts pour faire la campagne du président Ama. Merci. Il présentera le programme tel qu'il a esquissé là. Alors, je crois que effectivement prochainement, il faudrait qu'on voit comment faire en sorte que on puisse se focaliser sur tel ou tel thème et les approfondir de manière à ce que les messages puissent passer davantage. L'époque des réseaux sociaux étant aussi une époque d'éducation pour nous, au profit du maximum, notamment des jeunes. Alors, j'ai 2 observations, puisqu'il s'agit maintenant de parler avec lui. Je crois qu'il y a 3 questions, 3 observations en fin de compte. La première, bon, la plus simple, c'est que Kikungango avait déjà été ministre avant d'être nommé en 60 pour sortir de la prison dans l'affaire du complot communiste. Donc ce n'est pas un syndicaliste qu'on prend comme si on le débauchait, mais il avait été syndicaliste, mais il avait déjà été ministre, donc homme politique connu, vice-président du NSA, et à ce titre-là. Deuxième observation, vous dites gouvernement Massamba débat. Non, je crois qu'il faut bien dire, comme vous l'avez dit pour Mwabi, hein, le régime Mwabi, le régime Massamba débat. Puisque précisément, et c'est la première fois qu'au Congo, il y a eu des chefs du gouvernement. Lissouba Pascal était chef du gouvernement de 64 à 66. Démissionne et Noumazala est devenu chef du gouvernement également de 66 à 68, puisqu'au Sénégal. Et donc, c'était eux les chefs du gouvernement. Naturellement, le régime, c'était le régime, en gros, du président Massamba Débat. Enfin, ces questions sont épistémologiques, mais elles ont du sens dans
les échos que ça entraîne par la suite, notamment ici par exemple, le fait, on peut laisser entendre qu'il n'y avait pas de chef du gouvernement, alors que c'est important de le dire, de le souligner, de le préciser, institutionnellement parlant. Alors la troisième observation, c'est sur un point dont j'ai déjà discuté un peu avec Maître, et puis qui était un des sujets ici lorsque nous étions dans le mouvement étudiant en France. Août 63 était-ce une révolution ou un soulèvement populaire, une insurrection, un mouvement populaire? Je suis de ceux qui pensent que c'était une révolution. Et que, effectivement, lorsque vous parlez de la révolution congolaise, j'ai l'impression que c'était un processus. C'est le processus qui a été initié par l'insurrection et qui s'est poursuivi, me semble-t-il, jusqu'à, je ne sais pas à quel moment vous limitez ce processus, vous marquez sa fin. Mais on peut penser que la révolution congolaise, je partage ce concept, je l'ai écrit ce matin d'ailleurs, puisque je rends hommage à un ami à moi, on était dans une affaire de coup d'État, on était arrêtés, nous étions 3 élèves dans tout le Congo, a été arrêtés pour l'affaire du 22 février 72, les 2 autres sont morts, moi je suis là et je dois témoigner de cela bien sûr, c'était une histoire de coup d'État parce que le Congo en a connu au moins 3 qui ont réussi militairement, les autres n'ont pas réussi, donc on n'est pas si loin du Niger en la matière, y compris le Burkina Faso. Alors, donc, pour ce qui est de la révolution, je pense qu'effectivement, on peut parler de la révolution congolaise, et je crois que le débat, si nous mettons le concept général de la révolution congolaise, il y a un débat interne sur les tendances dans cette révolution. Nous sommes un certain nombre à considérer qu'il y a eu la tendance des entristes, des légitimistes d'une certaine manière, c'est-à-dire une fois que le MNR est installé, le MNR dit qu'il y a la révolution. Bon, ceux qui acceptent d'être dans ce mouvement disent que c'est ça la révolution. Ici, les étudiants en France disent que le MNR n'est pas suffisamment révolutionnaire et ils ont une autre conception de la révolution. Nous arrivons à la chute, à la fin du MNR. Le CNR dit qu'il est révolutionnaire aussi. Vous voyez le MNR révolution, CNR révolution. Le PCT va dire qu'il va plus loin que la révolution que l'on imagine et que c'est pour instaurer le communisme. C'est précisément de cela qu'il s'agit. Alors, avec le CNR déjà, les étudiants en France disent que non, ce n'est pas la révolution, non, que c'est un coup d'État et ils contestent cela. C'est donc une fraction, celle qui est conduite par les étudiants ici, avec des liens avec des couches sociales au pays, avec des acteurs au pays. Ceux-là, effectivement, ils arrivent à promouvoir une autre approche. Lorsqu'en 72, oui, bon, lorsqu'en 72, Maître Mbapien, pour la conférence qui est organisée par le président Marien Ngouabi pour voir comment sortir avec une nouvelle recomposition des forces, puisque le coup d'État du 22 février a laminé l'élite du parti, Maître Mbemba et l'AFC, et donc l'APR, viennent avec un discours contestataire sur cette ligne dite révolutionnaire qui est avancée par le Parti congolais du travail. En réalité, au pays, nous sommes à cette époque-là, après le coup d'État du 22 février, il y a 3 tendances, me semble-t-il, dans la révolution congolaise en général. La tendance de ceux qui sont au pouvoir et qui demandent qu'on entre au sein de ce pouvoir pour le renforcer et faire la révolution avec eux, dans le cas du Parti congolais du travail. Il y a la tendance de ceux qui sont qui prennent le maquis avec Ange Diawara, qui soutiennent le maquis et qui considèrent que effectivement il faut une autre révolution, sans donner une vision doctrinaire avec le M22. Il y a l'autocritique du M22 qui est évidemment très intéressant. Mais il y a une autre tendance qui considère que ce n'est ni avec le maquis, ni avec le PCT qui tente de se revigorer, mais c'est toujours dans la ligne
la ligne de masse, avec le travail au niveau des organisations démocratiques de masse qu'il faut créer ou bien qu'il faut développer. Nous étions par exemple, nous, à l'UGEC, dans cette troisième ligne, en liaison avec la FEAMP, avec les maîtres en ici, et nous avions été jusqu'à faire cette grève de janvier 1974, ça fera 50 ans en janvier prochain. Nous avons été arrêtés et mis dans l'armée pour 6 mois. Mais c'était cette tendance que nous avons préservée, et nous sommes, il y a d'ailleurs un de ceux-là qui est avec nous ici, Claude est là, et cette façon de voir la révolution congolaise, me semble-t-il, une façon qui peut permettre de discuter aussi d'août 63, parce que c'est août 63, y compris dans sa filiation avec le complot communiste. Je crois que ça peut permettre d'avancer un peu dans les échanges. Et surtout si on les appuie avec les archives, avec la méthode que vous avez. Merci. Désolé pour le temps, mais enfin, je crois qu'on n'a pas en fait, c'est la grande qualité des révolutionnaires. D'être un peu plus étendu, mais on n'a pas le temps. Ou plutôt, on a le temps, mais il faut se limiter dans le temps. Parce que si chacun de nous intervenait avec beaucoup de longueur, on va avoir beaucoup de l'œil parce qu'on ne pourra pas avoir les réponses. Ce qui nous importe aujourd'hui, ce sont les réponses des principaux intervenants. Donc, la tâche des autres, c'est de poser des questions, de permettre à ceux qui ont fait les exposés principaux de vouloir clarifier tel ou tel aspect qui n'a pas été bien saisi. Alors, le deuxième intervenant, c'est, vous regardez ici, c'est Benjamin, je crois. Oui. C'est Benjamin qui est de la même école que Ndouba, et j'espère que la question sera un peu plus ramassée, parce que comme cette école se continue, voilà. Alors, j'avais intervenu pendant très peu de temps, sous forme de questions tout simplement. La première remarque, c'est un remerciement que je fais à Mme Keriakou pour l'aspect événementiel des 13, 14 et 15 août. Je crois que maintenant, du point de vue intellectuel, on réussit quand même à revoir un peu l'histoire, à voir les intervenants par rapport au sort 3 et à voir effectivement ce qui s'est passé. Mais il y a un point sur lequel on ne fait pas beaucoup d'efforts. Pour ça, je vais vous raconter une anecdote. En Sirabé, Madagascar, un studio, 3 sous-officiers, un qui s'appelle Sankara, un qui s'appelle Gebo, un autre qui s'appelle Ombessa Hiver. Sankara n'arrête pas de poser la question aux 2 autres officiers qui sont des Congolais. Comment s'est passé 1963? Il n'arrête pas de poser tout le temps. Sankara, vous voyez qui c'est le capitaine Sankara, qui s'intéresse donc à ce qui s'est passé au niveau de Brazzaville, qui estime effectivement que pour lui, c'est très important ce qui s'est passé à Brazzaville, parce que dans sa tête, il voit déjà ce qui va se passer chez lui. Et effectivement, il estime que c'est un véritable exemple. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand je prends la plupart des jeunes Congolais, quand je leur pose la question de savoir s'ils sont issus du mouvement de 63, s'ils sont des enfants de 63, moi je suis un enfant de 63, parce que j'estime que 63 a posé les bases de l'anti-impérialisme. Mais quand nous parlions de l'anti-impérialisme en ce moment-là, ben, tout le monde estimait qu'on était en train de parler d'un phénomène qui n'existait pas. Il a fallu que Verschave, dans Loi Silence, parle de la France-Afrique pour que toute la jeunesse congolaise, la jeunesse française, la jeunesse africaine, tombe maintenant pour se rendre compte effectivement que, du point de vue de la France, nous étions effectivement sous-colonisés. Pourtant, le concept est le même.
L'anti-impérialisme et la France-Afrique, c'est la même chose. Mais pourquoi faut-il que la jeunesse congolaise et africaine ne prenne le problème qu'à partir du moment où c'est Verchak qui s'en occupe? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nos propres phénomènes qui donnent la réponse à nos problèmes, on ne s'en occupe pas. Il faut que ce soit un blanc ou quelqu'un d'autre, qui vienne nous dire effectivement ce qui s'est passé pour qu'on se rende compte effectivement. Donc ça veut dire que nous avions plus ou moins les solutions à nos problèmes, sauf qu'on ne les exploite pas. Je continue. Conférence nationale, puisque j'étais à la conférence nationale. La conférence nationale, c'est en fait une dictée avec un corrigé. Ça veut dire que tout ce que nous avions commencé en 1963, que ce soit la défense civile, qui a été fait d'ailleurs sur le modèle suisse, parce qu'on voulait justement une véritable défense civile, c'est-à-dire qu'on estimait que l'armée faisait partie de ce qu'on appelle l'opimétrie, que l'armée néocoloniale ne pouvait pas résoudre les problèmes au niveau du Congo. Elle est budgétivore, elle est contre les populations, elle est néocoloniale. Donc l'armée ne peut pas résoudre le problème. Aucune armée africaine à l'heure actuelle ne peut résoudre le problème. Le problème africain ne dure pas le problème de ces armées. Mais c'est une parenthèse. Conférence nationale. Nous savons ce qui s'est passé en 1963. Une des principales raisons du fait que tout ce qui s'est passé en 1963 n'a pas pu effectivement l'amener à terme, c'est parce que nous avons fait quelques erreurs. Malheureusement, en 1963, le phénomène a été complètement mis de côté. 1963, c'est un mouvement qui est fait par quoi? Par une région? Non. Par toutes les ethnies. Ça veut dire que nous commençons déjà à poser les bases d'une nation. Du point de vue économique, vous vous rappelez les tribunaux populaires? Est-ce que les gens se rappellent? Il y a des gens qui volaient des planches, mais ils sont passés au tribunal populaire. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est des millions? Des milliards? Il n'y a rien. Et du point de vue économique, Kinsundi, l'OCPA, enfin, il y a plein de choses que nous commençons déjà pour créer une véritable économie nationale. Mais 68, tout ça est arrêté. Et l'une des principales choses que nous avons eu à faire, tout le monde, du point de vue théorique, on parle. On ne peut pas faire une révolution sans qu'il y ait une organisation de révolutionnaires, ou même à la rigueur, une organisation qui puisse avoir au moins les b.a.-ba du chemin. 63 ne pouvait pas donner grand-chose pour la simple raison que c'est quand ils ont commencé à explorer 63 qu'ils ont commencé à chercher le chemin. Notamment les Diawara et les autres, leur tendance surtout. Donc, 63 était à refaire, était plutôt à compléter, à construire. Malheureusement, en 68, tout s'est éteint. La jeunesse a totalement oublié. On arrive à la conférence nationale. Conférence nationale, aucune organisation de révolutionnaires ni de patriotes. Quand nous arrivons à la conférence nationale, quand on ressort le drapeau vert, jaune, rouge, alors moi je suis dans mon coin, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dolizy, quand on rebaptise Dolizy Foroussé, je me dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous sommes en train. Donc en fait, ceux qui croient que la conférence nationale était une réussite totale, pour moi qui étais là, j'ai dit tout simplement que nous avons totalement tapé à côté. Quand le drapeau, quand Mickey Nani Kilamio sort le fameux drapeau bleu, blanc, rouge, tout le monde se lève pour applaudir. Mais c'était l'inverse de ce que nous voulions. Donc, pas d'organisation des révolutionnaires, la conférence nationale va dans tous les chemins. C'est après la conférence nationale, la révolution qu'il y avait eu dans un palais, que la véritable révolution devait commencer. Malheureusement, nous donnons le pouvoir par le vote. À qui? À Lissouba. Vous savez quelle est la première chose que Lissouba fait? C'est d'aller se mettre d'accord avec Sassou. Donc, nous ne pouvions pas continuer les acquis de la conférence nationale tant qu'il n'y avait pas, effectivement, de véritable organisation de révolutionnaires. Donc, la conférence nationale donne ce qu'elle a pu donner, et à cause de Lissouba, et à cause de Colonel s'est remis encore
avec Sassou. Et pour finir, justement, ce que la jeunesse africaine et congolaise ne se rend pas compte, c'est que nous avons été piégés par le fameux concept de démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est le vote. Quand un pays a fait un vote correct où les commissions étaient correctes, on met en place. Ça veut dire quoi? Ce pays est démocratique? Je vous pose la question. Est-ce que c'est pas un véritable piège que nous avons eu du point de vue de l'Occident? À partir du moment où quelqu'un était élu, on disait le pays est démocratique. Non, je ne crois pas. La démocratie, avant tout, c'est le contre-pouvoir. S'il n'y a pas un contre-pouvoir dans un pays, il n'y a pas de démocratie. Moi, on peut me donner le pouvoir aujourd'hui, toute l'Afrique peut tout le Congo peut me voter à 100%. Mais s'il n'y a pas de contre-pouvoir, je vais faire ce que je veux. En disant, je vais attendre. Mais le président Sékou Touré était déjà en rupture avec la France et le général de Gaulle. Donc, le président Youlou prenait quelque part un risque, puisqu'il connaissait déjà bien Sékou Touré avec qui ils étaient au sein du RDA, parce que c'était une antenne du RDA, le parti de Fulbert Youlou, donc c'était un oufouettiste, donc ils se connaissaient déjà bien. Et en allant un peu plus loin, est-ce que finalement le général de Gaulle n'avait pas déjà lâché le président Youlou lorsque cette révolution, ce qu'on appelle la révolution congolaise, s'est faite? Est-ce que si le président de Gaulle avait soutenu le président Youlou, cet événement-là se serait réalisé? En tout cas, c'est des questions que je me pose. Mais une chose est sûre, à bien y regarder, je pense que le président Youlou était déjà en rupture avec le président de Gaulle, donc la France. Il y a forcément eu un raté du côté de la France qui n'avait peut-être pas vu ce mouvement arriver. Forcément, on peut le dire un peu comme ça aujourd'hui. Mais quand on lit les mémoires du défunt Matika, le défunt Matika, dans ses mémoires, dit bien qu'il y avait des agents français qui étaient arrivés, en particulier il parle d'Antillais, puisqu'il fallait qu'ils se forment de la main, qui sont arrivés pour les manipuler. Ça, c'est ce que le défunt Matika dit. Malheureusement, il n'y a peut-être pas d'autres arguments qui viennent contredire ou en tout cas infirmer ce que le défunt Matika dit. Donc, je pense que, bon, je reviens de la salle, vous allez m'excuser, hein, je reviens qu'il y a une tendance un peu gauchiste, on va dire ça comme ça. Mais moi aujourd'hui, je prends beaucoup de recul. Moi aujourd'hui, je prends beaucoup de recul. Et pour répondre un tout petit peu, Madame Héloïse, à l'interrogation qui a été la vôtre, pourquoi aujourd'hui la jeunesse congolaise ne se réclame pas de cette mouvance de 1963, la jeunesse congolaise pour autant des gauchistes? Quand je vois la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, moi j'y ai séjourné plusieurs fois, c'est les Africains comme nous, mais ils avaient plutôt une tendance un peu libérale parce qu'il y a le président Oufoué qui est resté très longtemps au pouvoir. Et pour terminer, je voulais rebondir sur ce que le doyen Ndoba disait tout à l'heure, mais bon, je vais pas l'accabler, je vais laisser la parole. Merci. Il a dit qu'il veut l'accabler. Moi, je veux pas l'accabler. Non, je t'inquiète. Dis-moi. Alors, termine ton intervention, si tu as des choses à dire sur la position de Bambla. Non, mais je vais rebondir lorsqu'on va poser des questions au président Premier ministre du judiciaire. Vous allez m'excuser, je n'ai pas bien retenu le nom. Bon. Monsieur Loufouille. Oui, moi je vais être plus bref que bref. En fait, je vais féliciter Madame Kyriakou qui nous a présenté de façon l'historique du soulèvement populaire, moi je l'appelle aussi comme un peu comme ça, de 1963, et surtout
j'ai retenu, comme l'a dit le président de l'AFC, ce qu'on devrait retenir en sortant d'ici, c'est voir quelles leçons nous pouvons tirer de ce qui s'est passé en 63. Benjamin Tungamani en a parlé tout à l'heure. Moi, j'ai retenu deux ou trois choses. La première, c'est que, et Mme Kyriakou l'a dit, la jeunesse était formée. Et la jeunesse s'est organisée pour former les jeunes. Il y a eu des organisations même, mais à ce moment-là, nous étions formés. Nous étions affiliés avec l'UGEC. D'ailleurs, c'était la fin de l'UGEC, c'était pas après ça. Affiliés à l'UGEC, affiliés à l'UGEC qui était affilié à l'AEC, nous avions une certaine formation politique. Mais aujourd'hui, on se pose des questions sur la jeunesse. Et je crois que Benjamin Tungamani l'a un peu dit. Il n'y a pas de formation politique des jeunes. Comment voulez-vous mobiliser les jeunes si vous ne les formez pas? Et je pense que c'est là que je vais féliciter ceux qui ont organisé cette réunion, c'est en remontant l'histoire, en laissant un peu de côté les considérations sur les questions sémantiques ici et là, mais en tirant profit de ce qui a été fait et qui a été positif. Après 63, nous avons refusé les bases françaises. Mais on a construit aussi l'économie de ce pays-là. Il y a eu Kensudi, comme on l'a dit. Il y a eu beaucoup. Il y a eu Ofnacom, il y a eu jusqu'en Wabi, il y a eu oui. On a construit les bases de notre indépendance économique. Ces bases ont été complètement dilapidées, complètement tuées. Et aujourd'hui, ce qu'on doit tirer de cette réunion, c'est de réfléchir sur le moyen, nous, qui allons bientôt partir, la moyenne d'âge, je veux dire, la moyenne d'âge ici, c'est pas 35 ans, c'est au moins 60 ans. Enfin bref, mais je veux dire qu'il faut qu'on forme la relève. Et je vais terminer là. Ne pensez pas que cette formation de la jeunesse qui n'a pas continué, c'est un fait du hasard. On a tué la FEOF, on a tué l'AEC. C'est à partir de l'AEC, la FEOF, que nous avions les concepts politiques qui venaient nous aider à nous organiser. Aujourd'hui, il n'y a rien. Même l'UJC à l'époque, ils s'étaient organisés parce qu'ils avaient la conscience politique. Aujourd'hui, il n'y a rien. Donc il faudrait qu'on en tire des conséquences et qu'on regarde comment s'organiser. Je vous remercie. Merci. Parce qu'on a fini avec je suis un peu, je serais très différent de ce ouvrage de maître Aloïs Boudineno-Massembo, disons, une escroquerie idéologique. Aujourd'hui, si nous sommes là, beaucoup nous sommes interrogés, est-ce qu'il y avait une révolution? Parce que quand vous étiez ici, sous la FEANF, vous avez eu à un moment donné, guidé par les idées, vous allez prendre en l'Union soviétique, vous avez beaucoup plus une lecture livresque de la révolution, qui ne tenait même pas avec les masses qui étaient à l'intérieur de nos pays, qui aspiraient à autre chose. Et que le moment venu, déjà ce qu'on a vu que les cadres formés sur la 4e République, ils étaient beaucoup plus concrets que ceux qui sont venus ici, qui se sont formés. Il y a eu un grand mouvement dont le grand était Lazare Matsokota, qui était beaucoup plus maoïste que... Et quand la révolution, cette fameuse révolution dont vous dites, dont nous savons que c'est un coup d'État qui a été fait contre le loup, d'où nous venons des institutions qui étaient plus démocratiques, libres, à basculer vers le parti unique. On sait qu'il y a eu une loi qui était votée dont les gens contestaient. Mais ce dont on sait, que ce soit Matika et les autres, on a pris une bande de données des jeunes qui étaient manipulés à partir de Bakongo, qu'on a ramené vers le palais, et dont les différents acteurs, j'ai beaucoup discuté avec eux, que ce soit les Samba Prosper, tous ceux qui agitaient, et Matika qui allait prendre des tracts
aller les jeter au jour de Brazzaville chez Nzalakanda, et tous ceux qui ont participé, qu'on a manipulés par les Matika à Bakongo, voilà, Youlou a été ceci, Youlou a été ceci. Mais pour Fulbert Youlou, la génération qu'il a envoyée à la Mecque et tout ça se former, devait tout d'abord travailler pour créer une base solide pour cette indépendance. Mais si vous ne travaillez pas, vous proclamez, alors, vous tombez. C'est à ce moment, à la fin, quand on va annoncer que le président Youlou doit quitter le pouvoir, dans la discussion, dont ça soit dit dans son interview, quand il y a eu les Lazare et les Souba, il a dit non, vous ne pouvez pas proclamer le socialisme scientifique au Congo. Ça sera invertébré. Il n'y a ni classe ouvrière, ni syndicat à fort, ni antagonisme riche et pauvre. Il n'y avait rien de proclamation du socialisme. C'est ça qu'Ilisuba a répliqué. Il y a une tribu classe, qui sont les Congos. Et à ce moment-là, ils vont se diviser. Et Massamba Deba ne sait pas aussi qu'est-ce que la révolution. Donc les gens vont marcher comme ça. Quand ils vont proclamer, les gens qui sont allés même au palais, qui sont revenus à Bakongo, ils sont retrouvés perdus. Mais nous, on ne croyait pas comme ça. Même les gens chantaient que c'est Lazare qui devait être Premier ministre. Mais dans la négociation, Matika est allé dire autre chose. Donc on a pensé, tous ces cadres qui ont été, on les a vus. C'est pour ça qu'en 1964, la population de Bakongo s'est révoltée en allant vers pour vouloir aller libérer le président Youlou. Et c'est là où il y a eu la première violence contre. Et c'est là où vous avez créé la GMNR pour aller contre. Parce que la révolution n'était pas une révolution. C'était un mouvement qui s'est tué de lui-même. Voilà. Donc, en fait, moi, j'irai beaucoup. Et faisons très attention. Oui, mais je voulais finir. Maître, je voulais finir. Faisons très attention. Faisons très attention. Oui, non. Non, je voulais dire non. Faisons très attention de ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous contestons la France, mais nous n'avons pas les cadres capables et dits de construire nos pays, de ne pas être corrompus, parce que tout va tomber. C'est bien de contester la France. Oui, mais voilà. Merci. Non, le problème avec les Congolais, c'est qu'on n'a pas le sens de l'organisation. Alors, Madame qui vous donne la parole. Dans quel ordre je réponds? Mais dans n'importe quel ordre, même avec ça, ou comme... Non, vous m'entendez sur le micro? Donc, déjà, je dirais que le défi de la séance d'aujourd'hui était quand même de parler davantage devant des témoins. C'est-à-dire qu'il y a aussi une posture, une position qui est toujours un peu délicate quand on est historien ou historienne. C'est en fait on travaille avec vos sources, on travaille avec vous, vos témoignages, et du coup là, en faire une synthèse, etc., évidemment que ça suscite des interprétations, qu'il y a évidemment tout un tas de détails, de perceptions personnelles, etc., et tout ça, ça compte énormément. Donc c'est sûr que c'est un défi aujourd'hui de venir parler ici, mais je rebondis un petit peu, je vais piocher sur chacune de vos interventions qui sont toutes très intéressantes, puisque effectivement, quand je vous entends parler, on ressent tout à fait on va dire la culture politique de la génération 63, c'est-à-dire que voilà, on sent que vous avez le souci du dialogue, vous avez le souci, je dirais, de revenir sur un épisode qui vous a marqué dans votre chair et dans votre âme et qui vous a construit en tant qu'être, en tant qu'humain. Donc je trouve que ça montre aussi l'importance que cet épisode a eu, voilà, au-delà bien sûr de tout ce qu'on a pu en tirer et des retours qu'on pourra faire ensuite. Je pense que quand même aujourd'hui sur la génération qui est plutôt la mienne, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire avec toute votre génération. À Brazzaville, il y a encore plein de gens de cette génération 63 qui seraient prêts à aller faire des interventions à Savorgnan, dans tous les lycées. Je dirais qu'il y a vraiment le terrain à Brazzaville de jeunes. Enfin, moi, donc j'étais à l'université Mariam Gouabi pendant tous mes terrains à Brazzaville.
il y a des doctorants à l'université Mariam Wabi, il y a un département d'histoire, il y a donc des gens qui travaillent sur des archives. Le problème, c'est que souvent, on a l'impression que les archives n'existent pas, alors qu'en fait, elles existent à Brazzaville. Moi, je passe mon temps à envoyer des inventaires d'archives qui sont disponibles à Brazzaville, parce qu'en fait, souvent, on ignore la richesse des fonds d'archives sur lesquels on est obligé, nous, de travailler en tant qu'historiens pour pouvoir comprendre ces périodes. Donc, là-dessus, je vous encourage, je soutiens et voilà, je sais qu'il y a déjà des dynamiques sur place qui se font et c'est super de pouvoir redébattre sur ces questions. Finalement, en fait, la façon dont vous posez les questions, on est historien ou historienne, c'est en fait on travaille avec vos sources, on travaille avec vous, vos témoignages, et du coup là, en faire une synthèse, etc. Évidemment que ça suscite des interprétations, qu'il y a évidemment tout un tas de détails, de perceptions personnelles, etc. Et tout ça, ça compte énormément. Donc c'est sûr que c'est un défi aujourd'hui de venir parler ici. Mais je rebondis un petit peu, je vais piocher sur chacune de vos interventions qui sont toutes très intéressantes, puisque effectivement, quand je vous entends parler, on ressent tout à fait la culture politique de la génération 63. C'est-à-dire que voilà, on sent que vous avez le souci du dialogue, vous avez le souci, je dirais, de revenir sur un épisode qui vous a marqué dans votre chair et dans votre âme et qui vous a construit en tant qu'être, en tant qu'humain. Donc je trouve que ça montre aussi l'importance que cet épisode a eu, au-delà bien sûr de tout ce qu'on a pu en tirer et des retours qu'on pourra faire ensuite. Je pense que quand même aujourd'hui sur la génération qui est plutôt la mienne, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire avec toute votre génération. À Brazzaville, il y a encore plein de gens de cette génération 63 qui seraient prêts à aller faire des interventions à Savorgnan, dans tous les lycées. Je dirais qu'il y a vraiment le terrain à Brazzaville de jeunes. Enfin, moi, donc j'étais à l'université Mariam Wabi pendant tous mes terrains à Brazzaville. Il y a des doctorants à l'université Mariam Wabi, il y a un département d'histoire, il y a donc des gens qui travaillent sur des archives. Le problème, c'est que souvent, on a l'impression que les archives n'existent pas, alors qu'en fait, elles existent à Brazzaville. Moi, je passe mon temps à envoyer des inventaires d'archives qui sont disponibles à Brazzaville, parce qu'en fait, souvent, on ignore la richesse des fonds d'archives sur lesquels on est obligé, nous, de travailler en tant qu'historiens pour pouvoir comprendre ces périodes. Donc, là-dessus, je vous encourage, je soutiens et voilà, je sais qu'il y a déjà des dynamiques sur place qui se font et c'est super de pouvoir redébattre sur ces questions. Finalement, en fait, la façon dont vous posez les questions, elles sont tout aussi pertinentes pour les jeunes aujourd'hui. En fait, oui, on se questionne sur est-ce que c'était une révolution ou pas, mais tout à fait, parce qu'en fait, moi aussi, clairement, je suis plutôt partisane d'ouvrir cette définition et de parler de la révolution sur un temps beaucoup plus long. Les 3 jours d'insurrection, en soi, ça a été rien du tout, c'est juste un changement de régime. Bien sûr, ça a montré les rapports de force, mais tout était à construire après. Aimé Matika n'était même pas à Brazzaville à ce moment-là. Julien Boufambou et Gilbert Congo disaient mais qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, concrètement, le comité de fusion, à part Pascal, il y avait Maman Lendé qui était plus positif en fait le 15 août, mais tout le monde était au contraire très inquiet de ce qui allait se passer. Donc non, clairement, tout était à construire et les tendances, elles sont aussi liées. Moi, je dirais que les Congolais sont clairement pas communistes ou ne l'étaient pas plus qu'ailleurs à ce moment-là. Ils étaient juste très politisés. Les jeunesses youlistes l'étaient tout autant. Ils avaient des bases, ils avaient des lieux de réunion, ils avaient des cadres, ils avaient tout ça. Donc moi, je dirais que la jeunesse brazzavilloise est une jeunesse politisée parce que c'est... Pour moi, Brazzaville est un peu une capitale, une cité-État, c'est une capitale fédérale qui brassait autant de Gabonais que de gens de toute la région. Donc, clairement, pour moi, les Brazzavillois avaient davantage accès à des gens, à des informations que ailleurs on n'avait pas forcément. Donc, il y avait cette culture-là. Après, la culture, je dirais, socialiste, progressiste, communiste était aussi la tendance de l'époque des années 60. Aujourd'hui, elle n'existe pas, mais à l'époque, c'était quand même l'autre manière de voir le monde, de lire les événements. Donc, en fait, ils avaient accès à de la littérature, je dirais, libérale, mais autant à de la littérature progressiste, parce que c'était aussi la façon de penser de l'époque des années 60. Mais bien sûr, si cette tendance a davantage pris le pas,
il y a tout un tas de considérations nationales et internationales. Moi, je dirais que les considérations nationales, enfin, Massamba Débat a tout de suite tendu la main en disant, voilà, moi, clairement, je ne suis pas anti-français, j'inscris mon mouvement, enfin, je veux avoir des liens avec tous les pays de la région. Et au départ, tout le monde était plutôt fermé à l'idée on va dire, créer des accords avec ce nouveau gouvernement issu d'une insurrection. Donc ils sont restés quand même assez seuls les premiers mois de la Révolution. Et en fait, tout se joue entre le mois d'août, septembre et octobre. C'est-à-dire que tout se joue à ce moment-là. Et en fait, pareil, les Mématica, tous les jeunes, Martin Berry va dire que c'est au centre-ville, c'est par des relations tissées avec, ils vont rencontrer des gens et que tout d'un coup, les Mématica vont dire, faut organiser un meeting au Stade des Bouées, faut faire ci, faut faire ça. C'est-à-dire que les gens vont aussi, on va dire, profiter d'un moment de vacances du pouvoir où le comité de fusion se réunissait à la va-vite au centre-ville pour pouvoir essayer de dresser un certain nombre de choses. Mais tous les autres s'organisaient aussi. Donc pour moi, voilà, si la tendance, je dirais, des jeunes était plus, a pris le dessus à un moment donné, c'est que pour tout un tas de raisons, ils étaient très dynamiques, ils avaient des soutiens, ils étaient aussi, ils surfaient sur ce qui se faisait ailleurs. Il y avait les Cubains, toutes ces expériences-là, elles nourrissaient les gens, les Brassavillois, en disant ça a été fait ailleurs, pourquoi pas chez nous. Enfin, je pense tout ça a justifié, ça a légitimé la prise de position. Après, voilà, je dirais qu'il y a eu une lecture très anti-youliste au départ, ce qui était, on va dire, pour justifier les 3 journées insurrectionnelles. Mais en fait, finalement, Gilbert Congo, toute la tendance, je dirais, de la CATC, qui était le syndicat majoritaire, on ne va pas oublier à ce moment-là, c'était encore le syndicat majoritaire, il défendait plutôt une démocratie chrétienne, une démocratie social-démocrate. Ça n'avait rien à voir du tout avec les tendances qui ensuite ont émergé et ont pris le pouvoir. Donc voilà, et jusqu'à la fin, il y a eu une négociation avec Youlou. Tout ça s'est fait jusqu'au 15 août. Si Pascal Okema-Morlané était arrivé quelques heures avant, peut-être les choses auraient été différentes. Enfin, tout ça se joue quand même à peu de choses. Mais au final, je dirais que il y a eu des mouvements pro-Youlou durant tout le mois de septembre, jusque 64, en février 64, avec le mouvement où ils viennent, toutes les jeunesses youlistes arrivent, sur le camp où était enfermé Gilbert Youlou. À ce moment-là, l'armée était incapable de réagir. S'il n'y avait pas eu un peu la défense civile, quelques militaires, ce serait peut-être encore une autre histoire aujourd'hui. Donc non, les youlistes étaient très puissants, et je dirais que ce qui est étonnant, c'est comment ça se fait que ces jeunesses youlistes hyper organisées en 52, en 56, en 59, très organisées, comment ça se fait que là, tout d'un coup, sur les 3 jours, ils ont été un peu pris de court, ou tout d'un coup, il y a eu ils ont été pris de court, quoi. Mais bon, après, c'est toujours des interprétations. Moi, je dirais que pour dire qu'un mouvement a de l'importance, il faut qu'il y ait beaucoup d'interprétations. Donc, en fait, tant mieux s'il y a autant d'interprétations, parce que ça veut dire que ce mouvement nourrit les gens, que ce mouvement donne du sens aussi à la suite. Donc voilà, c'est même... et du coup, c'est important de l'écrire, c'est important de le transmettre. Merci bien. Donc, je vais donc clôturer ce premier thème. C'est vrai, nous avons choisi 2 thèmes parce que, principalement de but, avec l'association, on a pensé vraiment célébrer le 60e anniversaire de l'insurrection, parce que, pour le veuille ou non, ça a été une insurrection. Quand, pour la première fois, dans le mouvement, dans le cas des pays francophones, il y a un régime qui tombe, non pas à la suite d'un coup d'État, c'est une insurrection, c'est pas, les Français vous disent que c'est l'insurrection. Donc, et puis, le président Youlou a quand même appelé le général de Gaulle au secours. S'il a appelé au secours, c'est parce qu'à un moment donné, il s'est senti en difficulté. Il n'avait pas d'armée. Si s'est senti en difficulté, mais les insurgés non plus, ils n'avaient pas d'armée. C'était les bénéfices, c'était les organisations syndicales, etc. Donc, c'est la force de cette population qui déferle et qui fait que parfois il faut appeler au secours ceux qui semblent un peu plus forts. Et le Nord est venu, ce qui ne veut pas nous dire que le président Fulbert Youlou voulait réprimer
C'est très important de le souligner. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On peut avoir un seul débat et puis, ok, voilà. Donc, on ne peut pas dire que le président Yougou voulait à un moment donné, parce que vous regardez comment ça s'est terminé. C'est le colonel Mouzavakani qui l'a dit à la conférence. Bon, quand il a parlé, il était colonel. Non, il était capitaine. Non, à la conférence nationale. Ah ouais, à la conférence nationale. Il faut suivre. Vous êtes trop croché à vos positions politiques, alors vous y restez des années. Non, il faut suivre avec l'évolution des temps. Zakanda, Mounsakadi, je parle des deux parce que j'ai eu Mounsaka comme client, j'ai eu Zakanda comme beau-frère, les deux, on a discuté, donc c'est à peu près les mêmes propos. Il dit quoi à la conférence nationale? Comment ça s'est terminé? C'est très important. À un moment donné, le président Yougou se rend compte que, bon, l'appui de Paris tarde, le général Kergaroua, qui commandait ce qu'on appelait les troupes de la communauté, en fait, les troupes françaises à Brazzaville, hésite. Il hésite. Il demande l'appui de Focard. Focard lui dit, tire. En fait, protégez Yougou, laissez tomber les autres. Et il exige une position écrite. Il n'a jamais eu cette position. Donc il n'a rien fait. Jusqu'à ce que le président Yougou se rende compte, il n'y a pas ça, il ne demande pas l'appui de l'armée de l'Union africaine et Maghreb. Vous savez qu'il y avait des accords avec l'Union africaine, exactement comme l'OTAN. Il y avait des accords à cette époque avec tous les pays de l'Union africaine et Maghreb. Lorsque un des membres est attaqué, il peut être défendu par n'importe quel membre de la communauté, de l'Union africaine et Maghreb. Il n'a pas sollicité l'appui des troupes de l'Union africaine et Maghreb. Il n'a pas sollicité l'appui de l'armée congolaise. Même la gendarmerie qui était là, il n'a pas sollicité. Le colonel Jean qui a tiré sur les 3 manifestants qui sont morts, il l'a fait, c'est pas avec les instructions de président Yougou. Hein. Il se trouvait en face des manifestants, estimés assez agressifs. Bon, ben, il a tiré. Il y a 2 qui sont décédés sur place et un 3e qui est allé décéder à l'hôpital. Mais ce qui est bien, quand il dit notre témoin du dernier jour, c'est que lorsque le président Yougou se rend compte que c'est fini, il dit bon, je monte, je vais rédiger ma démission. Quand il remet la démission au chef militaire, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit bon, j'ai une bouteille de champagne, on va la sortir, puisque les choses sont terminées, vous avez votre démission, on va servir du champagne. Il est dit là, à la conférence nationale souveraine, c'est pas en cachette. Et on a terminé avec le président Yougou, Mounsaka, Mouzavakani, et puis il y avait un autre militaire, ils ont pris le champagne. Et ils sont séparés correctement. C'est pourquoi moi je suis souvent dit avec mes aînés de la grave, mais avec cette façon, le comportement de frère Yougou au dernier moment, est-ce que ça méritait là vraiment qu'on l'envoie en prison? Parce qu'il a eu un comportement suffisamment correct, assez ouvert. Est-ce que vraiment, est-ce qu'il faut que tout se termine par la prison? C'est vrai, il y avait la situation de l'époque, mais demain, on va analyser ce 63 et on verra que de part et d'autre, que ce soit les Pongo, les Bukambous et surtout les Tolinganga qui étaient là, on va analyser que chacun d'eux, d'ailleurs, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le mouvement n'exigeait pas le départ de Fidel au départ. Il voulait qu'il fasse le remaniement, notamment Zalakanda, qu'il ne voulait pas voir, etc. Il a tellement retardé qu'il finalement dit bon, puisque tu veux enlever personne, allez, toi-même aussi, tu vas accompagner ce que l'on ne veut pas voir. Donc les choses sont passées assez correctement. Il n'y a pratiquement pas eu d'effusion de sang. On aurait pu régler la fin de cet épisode autrement que la fin de la règle. Mais je vais terminer sur le mouvement de 63. Moi j'étais ici, j'étais élève, quelque part, et 2 éléments qui m'intéressent. Mon doyen, on dit le Massengo, m'amène au congrès de la FEAF en 64, je suis en première, et
à un moment donné, on annonce, et quand l'ami dit que vous étiez ici, c'était l'ivresse, non, le congrès de la FEANF, c'est pas l'ivresse. Le congrès de la FEANF, à l'époque, vous avez des délégations qui arrivent du Mozambique, de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de tous les pays d'Afrique qui sont en lutte armée. Et ces délégués-là, quand ils viennent à Paris au congrès de la FEANF, ils font 2 mois, 3 mois en route. Parce que c'est des lutteurs clandestins, ils ne prennent pas le visa comme ça. Donc ils vont de pays en pays clandestinement. Il faut 3 mois pour venir au congrès de la FEANF. Et les gens du Venezuela, de l'Albanie, de la Chine, de l'Union soviétique, et de la Bolivie, des États-Unis, le congrès de la FEANF, quand vous prenez le journal Le Monde, Philippe Desclèves qui écrit là-dedans, il fait le compte rendu du congrès de la FEANF. En première page, c'est à la une, parce que c'était l'élément africain majeur. Donc au congrès de la FEANF de 64, on appelle le délégué du Congo, et je vois mon grand frère Ndala Graï avec Kolmao qui va pour parler de l'expérience du Congo. Et à la fin, la déclaration de politique générale qui analyse la situation de l'Afrique, il passe en revue chaque pays. Au Ghana, voici la situation, non, en Côte d'Ivoire, au Zimbabwe, ils analysent chaque pays d'Afrique. Et tout jeune, ça se termine. Sur ce tableau noir de misère et de honte apparaissent quelques lueurs d'espoir avec les exemples du Ghana et du Congo-Brazzaville. Nous sommes en 64. Le Congo de la FEANF, c'est au moins 3000 participants. C'est pas comme au moins 3000 participants. Ils viennent de partout. Ils viennent de partout. Et ils disent qu'en 64, il y a un exemple, il y a un espoir à travers l'exemple du Ghana, du Kwame Nkrumah, et le Congo-Brazzaville de cette époque. Et d'ailleurs, la France, mécontente de ce qui s'est passé, parce que quand même, c'est pas tous les pays qui le font. On a quand même demandé à l'armée française, les bases françaises, de sortir du Congo. C'est le pays qui l'avait fait. C'est le pays. Et ils ont reçu toutes les organisations de lutte armée au Congo, toutes. L'ONP, les Palestiniens, ont leur siège là-bas. L'ANC, la SWAPO, le MLC de Kinshasa, toutes les organisations. Pourquoi ils choisissent Brazzaville? Pourquoi ils choisissent? Mais parce qu'ils estiment que les conditions sont réunies pour qu'ils puissent mener le MPLA, d'ailleurs. Aujourd'hui, vous avez les quartiers et là. Pourquoi? Parce qu'il y avait ça. Et ça, c'est très important de le souligner, parce qu'à un moment donné, c'était ce qui se présentait. De telle sorte que, à un moment donné, la France décide de faire le coup de la Libye, de retirer ses coopérants. Il fait le coup. Mais qu'est-ce qui se passe? La FEANF, par ce moment-là, décide d'envoyer une lettre circulaire à toutes les sections nationales et académiques pour demander des cadres qui doivent aller au Congo-Brazzaville pour remplacer les cadres français que la France, les coopérants français que la France veut utiliser. Et quand la France, on a vu ça, et c'était des dizaines et des dizaines qui ont envoyé leurs mathématiciens, philosophes, ingénieurs, qui ont envoyé leur dossier au siège de la FEANF pour aller à Neuilly, pour aller au Congo-Brazzaville. Ceux-là qui décidaient d'entrer là-bas, c'est parce qu'ils avaient espoir qu'il se passe quelque chose. Donc, je pense qu'il faut tenir compte de ça. À un moment donné, ça soulevait vraiment de l'espoir dans certains milieux, mais je pense que la façon dont 63 a pris fin à l'égard du président Youlou me paraît assez excessive. Pour ce qu'il a fait à la fin, on aurait pu, c'est une façon pour nous d'apprendre à terminer les choses un peu en tenant compte de la position des uns des autres, non pas toujours chercher à régler les choses de façon radicale. C'est pas toujours la bonne chose. C'est aussi ça la démocratie. C'est votre chance et vous aimez bien. Moi de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute. Suivrait la deuxième partie, consacrée aux changements profonds intervenus au Niger depuis le 26 juillet 2023 et leurs répercussions dans les autres pays d'Afrique, ainsi que dans les relations extérieures de la République du Niger. Cette conférence débat est animée par Monsieur le Président Hama Amadou, ancien président de l'Assemblée nationale de la République du Niger, ancien Premier ministre du Niger,
actuel leader du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, Lumana Africa. Ce sont les électeurs nigériens qui allaient le libérer. Donc vous voyez, et le soutien massif apporté par les populations aux militaires traduit de manière très significative que la démocratie telle que les gens voient ça de l'extérieur n'est pas la réalité de la démocratie que les Nigériens vivent à l'intérieur du Niger. Au Niger, il n'y avait pas de démocratie. Si à l'extérieur, on ne le sait pas, parce qu'il y a eu beaucoup d'argent dépensé pour faire de la communication à l'extérieur, à l'intérieur, les gens vivent dans leur chair toutes les formes du déni de démocratie. Donc pour eux, c'est une occasion. Et ce coup d'État a apporté l'espoir du changement et d'une appartenance véritable au niveau du pays. Parce que, si vous me permettez une digression, le problème de nos démocraties dans nos pays, c'est que nous avons des constitutions qui empêchent l'alternance. Dans une démocratie où il n'y a pas d'alternance possible, on ne peut pas parler de démocratie. C'est votre chance et vous aime bien. Droit de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de Droit de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil très hospitalier. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de Droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de Droits de l'homme au service de la nation. Vous écoutez la Tribune des leaders, un programme de Radio Forum, la radio des droits de l'homme, la voix des sans-voix, pour faire avancer la liberté d'expression et d'opinion dans la route de l'état de droit. C'est cela, la démocratie. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, l'accueil très hospitalier. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de Droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles.